Des gens debout, n'hésitez pas, je vois des places ici ou là, donc n'hésitez pas à les prendre, hein. Restez pas debout, enfin faites ce que vous voulez. Nous allons à présent passer à la séquence table ronde sur les rénovations performantes. Donc nous avons le plaisir de recevoir pour cette table ronde Marie Gracia, directrice du collectif Effinergie. Bonjour madame. Marjolaine Meignet-Millefer, députée de l'Isère, on peut applaudir nos intervenantes, et présidente de l'Alliance HQE-GBC, et enfin Madame Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Bonjour mesdames. Donc il a déjà été question de rénovation dans les deux premiers rétex, donc on est complètement dans le sujet. Le chiffre qu'on peut citer, alors on le cite très souvent, mais je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête, c'est que 80% du parc 2050 est déjà construit, donc l'effort principal de décarbonation, d'efficacité énergétique, il est effectivement en rénovation performante, ça va être l'objet de nos débats, et sachant que, excusez-moi je vais tousser, sachant que c'est le multigeste et les rénovations performantes qui nous permettent à la fois le plus d'économie d'énergie et le plus de diminution de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'actualité aussi dont on va parler, c'est la réforme de MaPrimeRénov', puisque là, les rénovations d'ampleur sont vraiment, c'est vraiment la priorité de cette année, enfin l'une des priorités de cette année, donc des rénovations multigestes. Et c'est pourquoi je vais d'abord me tourner vers vous, Madame Mancret-Taylor. Donc merci d'être parmi nous pour nous parler justement de cette réforme de MaPrimeRénov', tout simplement dans ces grandes lignes, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir sollicités pour cette table ronde. Vous avez quasiment tout dit, en fait. Le sujet est effectivement que la rénovation énergétique est une politique publique qui s'inscrit dans le temps long. Il y en a pour quelques années avant que de pouvoir traiter l'ensemble des bâtiments dans notre pays qui ont besoin de cette rénovation énergétique et singulièrement l'habitat privé. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, évidemment, on précise les besoins en fait de ce bâti. Alors ce bâti français, d'abord il a des âges différents. On a un patrimoine en France qui ne s'est pas construit ni au 19e siècle, ni au 20e. Il s'est construit au 18e, au 19e, au 20e. En tout cas aujourd'hui, ce que l'on a date essentiellement de ces trois grandes périodes qui répondent à des principes de construction différents. Et évidemment, on a des bâtiments qui possèdent déjà un potentiel, j'ai envie de dire, thermique, et puis d'autres qui l'ont beaucoup moins, et certains qui l'ont même pas du tout, et c'est ce qu'on appelle des passoires. Et le sujet, en fait, c'est de pouvoir permettre à chaque ménage, en fonction du patrimoine qu'il habite, en fonction évidemment de son projet et de ses besoins, de pouvoir s'engager dans une démarche de travaux adaptée. Donc on a deux parcours désormais qui sont clairement affichés. Le premier, c'est un parcours accompagné qui permet effectivement à un ménage qui souhaite aller vers une rénovation dite d'ampleur, c'est-à-dire du multigeste, comme vous le dites, et d'un seul coup ce qui permet à la fois d'avoir une rénovation thermique de qualité, ce qui permet donc de moins émettre de gaz à effet de serre et ce qui permet évidemment de moins consommer d'énergie, de pouvoir être accompagné donc par un accompagnateur rénov' et de pouvoir s'engager dans une démarche de rénovation d'ampleur. Vous l'avez dit également, l'objectif est effectivement très important, très ambitieux pour 2024. 200 000 rénovations d'ampleur ont été fixées donc, comme objectif par le gouvernement. Mais à côté de ces 200 000 rénovations d'ampleur, parce que les ménages ont des aspirations différentes, parce que leur logement a parfois besoin de quelque chose de différent, on a aussi un objectif de 500 000 rénovations par geste qui est maintenu dans les objectifs 2024. Et donc là, on est dans un parcours qui n'a pas besoin d'être accompagné, qui peut être du monogeste ou du double geste, suivant évidemment les besoins. Et donc ces deux parcours sont clairement maintenant indiqués dans la politique publique et les ménages peuvent effectivement accompagner par un prestataire, par un tiers de confiance et ou par des entreprises s'engager donc dans une démarche de travaux. Très bien. Merci. Marie Gracia, donc, vous êtes, je rappelle, directrice d'Effinergie. Comment vous prenez cette réforme? Est-ce que vous avez une bonne réaction par rapport au fait que voilà, on va miser particulièrement cette année sur des réformes multigestes?
Merci, bonjour à tous. Je pense que cette réforme, elle marque quand même un vrai tournant, qui est de dire que, enfin, aujourd'hui, on finance des rénovations qui peuvent être performantes. On n'est plus seulement dans le monogeste, qui a été beaucoup décrié pour tout un tas de raisons, mais qu'on se donne les moyens de pouvoir accompagner et financer les rénovations performantes. Valérie Mancret-Taylor a rappelé les objectifs qui ont été fixés, qui sont élevés pour cette année. Et c'est maintenant... comment, collectivement, on va réussir à se mobiliser et à atteindre ces objectifs. Sur le volet et le parcours accompagné, je pense que la vraie bonne nouvelle, c'est de rendre l'accompagnement obligatoire. On a mené ces dernières années pas mal de travaux de recherche sur la performance réelle des rénovations. Une fois qu'on avait fait une rénovation, est-ce que concrètement, au compteur, on arrivait à avoir des baisses de consommation énergétique? Et le résultat, c'est que si la rénovation, elle est accompagnée, on est au rendez-vous au niveau des résultats et de la performance énergétique. Donc je pense que c'est vraiment un élément essentiel pour ces rénovations, de miser sur un accompagnement de qualité, un vrai tiers de confiance pour le ménage qui va pouvoir le guider et le guider vers un bon niveau de performance, puisque dans peut-être les petits défauts qu'on peut y voir, si on prend les critères minimum de ce pilier performance, on peut atterrir sur des choses qui sont encore assez loin d'un niveau attendu, qui est le niveau BBC, pour rappel, qui a été fixé comme cadre aux rénovations à horizon 2050. Donc je pense que là, il y a un enjeu fort que l'accompagnement, les acteurs, les professionnels qui vont être aux côtés des ménages se mobilisent pour que ces rénovations, elles ne se fassent pas à minima. Parce que si on habite une passoire, qu'on a juste 2 sauts de classe DPE, on risque d'être quand même assez déçu du niveau de facture et de l'hiver prochain qu'on va passer. Donc je pense que c'est là l'enjeu, le cap qu'on doit arriver maintenant à travailler et se mobiliser, c'est comment cet accompagnateur, finalement, il oriente les ménages vers les travaux les plus performants possibles pour son logement, pour sa situation. Mmh. Oui, parce que pour rappel, dans ce parcours accompagné, alors je parle sous votre contrôle, Valérie Mancret-Taylor, il y a 2 gestes minimum d'isolation et la ventilation à traiter. Après, on peut ajouter davantage de travaux et être d'autant plus aidé, si je ne me trompe pas, par rapport au montant des travaux au niveau de l'aide MaPrimeRénov'. Et sur une BBC Réno, on peut rappeler aussi que la définition, c'est 6 postes de travaux, si je ne me trompe pas, dans la loi climat-résilience. Alors, si on rentre dans les différentes définitions, la loi climat-résilience a posé effectivement un certain nombre de définitions, et l'année dernière, l'État a mis à jour le label réglementaire BBC Rénovation, en se calant sur le secteur résidentiel, sur le contexte actuel qui est notamment la méthode DPE, et avec l'objectif pour des rénovations BBC d'atteindre les classes A ou B du DPE, et avec un niveau d'isolation renforcé qui est derrière calculé, mais je ne rentre pas dans le détail forcément de tout, ce qui amène à prendre en considération l'ensemble des postes de travaux au niveau isolation, bien entendu. Mmh. Très bien, merci. Oui, vous voulez... Peut-être ce qu'on peut rajouter par rapport à ce que vous décriviez, c'est la question du ménage. Enfin, tous ces éléments techniques sont extrêmement importants parce qu'effectivement, on a une trajectoire de basse consommation et de basse émission, ça c'est indéniable, mais on a au centre de toutes nos attentions, en fait, le ménage dans son logement, qui effectivement, on voit bien que la société française est de plus en plus consciente de ces enjeux et qu'elle a envie, enfin moi je le rappelle toujours, il y a plus de 2 millions de ménages qui ont bénéficié de MaPrimeRénov' et 10% d'entre eux ont déjà fait une rénovation d'ampleur. Elle n'est pas forcément globale, ils n'ont pas forcément atteint une étiquette A ou B, mais ils ont progressé, enfin en tout cas ils ont fait progresser leur logement, et donc il faut leur donner la possibilité de faire les choses à leur rythme et selon la façon dont ils peuvent aussi aménager leur vie par rapport à cette démarche de travaux qui reste une démarche complexe pour l'ensemble, évidemment, des Français qui s'engagent dans un parcours de travaux. Très bien, merci. Marjolaine Meunier-Millefert, peut-être vous pouvez rebondir sur ce qui a été dit, puis vous aussi partager votre analyse sur cette réforme importante de MaPrimeRénov'. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réforme significative. Absolument, merci pour votre invitation ce matin. Bonjour à tous. Moi, ce que je me dis en nous écoutant, c'est
j'espère que vous tous qui nous écoutez, là, vous avez vraiment le feu sacré sur ce sujet de la rénovation énergétique. C'est ça que je voudrais redire au démarrage. On est en train de vivre une révolution absolument majeure de la manière dont on a embarqué les sujets de rénovation jusqu'à présent. C'est vrai qu'on est en train de passer finalement de la logique de on répare la panne à une logique de on a une vision de l'amélioration globale du bâti au moment où on traite le sujet de la panne. On rentre par le problème de la panne, souvent c'est comme ça, mais à partir de là, on doit rentrer dans la vision globale de qu'est-ce qu'on livre en 2050. Et l'objectif de 2050, ça a été dit, c'est bien l'objectif BBC. Donc du coup, ce qu'on est en train de faire, et c'est une vraie révolution, c'est de passer d'une logique qui était essentiellement par geste, ça a été dit, à une rénovation plus complète, on l'appelle multigeste, on l'appelle performante, profonde, ce que vous voulez. Ampleur. Complète. Je crois qu'on a utilisé tous les termes, mais l'important c'est de se montrer que c'est pas juste le sujet du traitement de la panne, c'est bien l'idée de traiter l'ensemble du bâti sur l'ensemble de ces sujets, les 6 gestes dont on parle. En fait, c'est l'idée d'avoir une vision complète de cet écosystème bâtiment et de livrer l'objectif 2050. C'est ça sur lequel, en fait, on est un maillon de la chaîne de ce qu'on doit livrer en 2050. On sait qu'on ne le fera peut-être pas une fois, le premier coup, parce que ça veut dire transformer massivement la manière dont on travaille jusqu'à présent, mais ça veut dire que chaque fois où on rentre sur le sujet, il faut qu'on essaye de l'amener un peu plus loin, parce que si on arrive à faire un petit peu plus que juste traiter cette première logique de panne, et qu'on arrive à embarquer 1, 2, 3 gestes pour aller un peu plus loin, et ben en fait c'est ça de moins qu'on aura à manger avant 2050. Et en fait, vu la taille du gâteau d'ici 2050, chers amis, il faut manger tout de suite. Donc rien laisser de côté. Ensuite, en termes de prospective, on est aussi en train de transformer la manière dont on approche la rénovation. On est en train de passer de la rénovation thermique à la rénovation environnementale en intégrant les enjeux de carbone. C'est ce qu'on a fait avec les enjeux du neuf, avec la RE 2020. Mais en fait, derrière, il faut se dire que la prospective, elle n'est pas terminée et que demain, nos rénovations, elles auront les mêmes problématiques que le neuf, là où on n'est pas encore en train d'aller. Mais clairement, nos bâtiments, l'objectif, ce sera qu'ils soient résilients au changement climatique de 2050. Et donc, du coup, ces rénovations, il faut déjà, quelque part, vous qui êtes les innovateurs de ces sujets, il faut que vous ayez en tête que c'est vers ça qu'on va. Que finalement, le traitement thermique, c'est une étape qui va bientôt être de plus en plus importante sur le volet environnement et donc carbone, et que derrière, il faudra aller en plus sur des bâtiments qui sont plus résilients au changement climatique. C'est ça la trajectoire jusqu'à 2050. Alors, l'adaptation au changement climatique dans les rénovations, c'est pas immédiatement dans ma prime rénov', mais il faut bien avoir à tête que c'est vers ça qu'on va dans les 10 prochaines années. Donc, en fait, si on arrive à avoir cette vision globale, on se rend vraiment compte qu'on est au milieu de cette révolution dont je vous parlais. Ensuite, sur les sujets, je voudrais juste rappeler le cadre de l'urgence. On a un enjeu qui est assez local, si on veut. On a la nécessité de travailler le pouvoir d'achat des ménages qui sont aujourd'hui étranglés par leur charge énergétique. Donc on a un enjeu très, très immédiat d'améliorer leur fin de mois en livrant les économies d'énergie qu'on promet. On a un enjeu important de traiter la santé et le confort des gens dans leur logement. À la fin des fins, c'est quand même pour ça qu'on fait les choses, c'est pour les gens dans leur logement. Il faut qu'on se rappelle que c'est l'humain au centre qui met toutes nos politiques. C'est vrai d'ailleurs de toutes nos politiques environnementales, c'est l'humain au centre. On fait tout ça pour ça, sinon le reste n'a pas de sens. Et en dernier lieu, il faut se rappeler aussi que localement, c'est cette économie locale, non délocalisable, qui permet d'avoir de la ressource dans tous nos territoires, de la résilience économique dans tous nos territoires. Donc la triple promesse qu'on doit répondre à l'échelle locale, c'est il faut que les gens s'y retrouvent financièrement sur leurs économies d'énergie, donc il faut qu'on livre des résultats énergétiques. Quoi qu'on en dise, même si on n'aime pas la garantie de performance, il faut quand même qu'on y aille progressivement, parce que c'est un engagement qu'on doit aux gens. Ensuite, il faut que les gens y vivent mieux dans leur logement après qu'avant, c'est clair. Il faut que cette rénovation complète, c'est pour ça qu'on a des passerelles vers l'adaptation aussi, il faut qu'on ait cette vision globale du bien-être des gens dans l'habitat. Et il faut qu'on ait une promesse, qu'on tienne notre promesse d'opportunité économique pour l'écosystème économique dans nos territoires. Les gens qui font, il faut qu'ils s'y retrouvent dans cette promesse. Sinon, là encore, on se plante. Du coup, l'habitant au centre, la garantie du résultat, et le soin apporté à la filière, on doit prendre soin de cette filière pour qu'elle puisse faire les travaux. Ça, c'est important. Et les enjeux macro, parce que là, on dézoome du côté archi-local, mais derrière, pour une nation, c'est un enjeu de bouclage énergétique de notre stratégie énergétique française.
Sans ça, on ne boucle pas notre stratégie énergétique, il faut juste en avoir conscience. Ce n'est pas juste un truc qui va avoir une échelle locale si on rate le truc, c'est on va rater notre promesse nationale sur l'énergie, c'est vraiment important. Et notre promesse nationale, elle se traduit comment ? Elle se traduit dans la capacité d'un État à investir dans ses services publics, il ne faut pas se tromper là-dessus, donc c'est notre capacité à financer aussi nos services publics que d'avoir une stratégie énergétique globale qui soit équilibrée et qui fonctionne. Et derrière dans la foulée, évidemment, c'est tenir nos enjeux environnementaux et réduire l'impact environnemental et les enjeux d'adaptation, etc., dont je parlais tout à l'heure. Parce que chaque degré compte et chaque frein qu'on peut mettre à cette transformation climatique est absolument nécessaire d'aller chercher, parce que ce qui vient est quand même compliqué. Et encore une fois, je refais la passerelle avec les enjeux sanitaires. Pour les gens qui vivent dans les logements, l'enjeu sanitaire, il est énorme, et tout ce qu'on arrive à faire pour protéger les gens à l'intérieur des bâtiments, bien derrière, c'est autant d'économies qu'on a sur l'ensemble du système de santé, et on l'a bien vu, si on ne fait pas cette prévention par le bâtiment de la qualité de vie, et bien derrière, on a des enjeux extrêmement lourds de conséquences à travailler. Donc en fait, c'est un enjeu massif, et vous tous qui êtes là, je le répète, j'espère que vous avez le feu sacré. Merci. Valérie Mancret-Taylor, sur comment on peut faire que vraiment cette réforme, alors elle va marcher, je le souhaite, je l'espère, mais comment on peut encore vraiment faire tout ce qui est possible pour que ça fonctionne le mieux. Au niveau de l'ANA, vous parlez souvent de confiance des ménages, et également du fait que c'est une réussite collective, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous détailler ces aspects, s'il vous plaît ? Tout à fait. En fait, je vais rebondir aussi sur les propos de Marjolaine Meignet-Millefer, parce que je partage complètement cette approche quand elle dit en fait, on passe de la panne au projet. Enfin, je formule comme ça. Et les ménages, les Français sont prêts, en fait. Pour ça, ils ont un service public. Là aussi, je rebondis sur les propos de Marjolaine Meignet-Millefer. Il y a un service public qui existe pour la rénovation énergétique et d'une manière générale pour la rénovation de l'habitat privé. Il s'appelle France Rénov'. Il est cofinancé par l'État et les collectivités territoriales. Il y a plus de 550 points en France. Il est lié maintenant au réseau des maisons France Service. Bref, on irrigue l'ensemble du territoire national. Et je pense que si j'ai le premier message que j'ai à vous passer ce matin et à partager surtout avec vous, c'est qu'un ménage qui ne sait pas, ou même un ménage qui semble savoir, il faut le renvoyer vers le service public. Le service public est là pour informer, pour conseiller. On les forme nous-mêmes à longueur d'année, j'ai envie de dire, et on a créé un vrai collectif autour de ce service public France Rénov' pour permettre en fait aux ménages d'avoir une information et un conseil. Évidemment, ces ménages peuvent être ensuite dirigés vers un accompagnement s'ils souhaitent s'engager vers une rénovation globale. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, vous l'avez dit, c'est tous ensemble et c'est confiance. Pour pouvoir réussir cette politique publique, ce n'est pas qu'une question d'aide publique. L'aide publique est évidemment très importante. C'est un des effets leviers sur la prise de décision du ménage. Mais ce n'est pas l'unique effet levier. Pour qu'un ménage réussisse un parcours de travaux, il faut qu'il soit bien informé, bien conseillé, service public. Il faut qu'il trouve des entreprises sur le terrain disponibles pour lui transmettre des devis, pour compléter les conseils qui ont été apportés. Il y a des savoir-faire, des choses qui s'échangent. Un chantier, c'est ça. Enfin, une opération de travaux, c'est ça. C'est du quotidien. C'est du non délocalisable. C'est chez les gens que ça se passe. C'est intrusif, mais c'est aussi très satisfaisant une fois que c'est terminé. Je pense qu'il faut se le dire. Il faut évidemment des accompagnateurs sur le territoire. Et il faut évidemment que tout ce monde-là se parle. Ce n'est pas les uns à côté des autres, c'est tout le monde ensemble. Donc l'ANA va faire un tour de France là, à la fin du mois de février, où on va réunir l'ensemble de l'écosystème dans chacune des régions et pour pouvoir échanger avec eux. Mais tout ça va évidemment être pris aussi en relais par les services déconcentrés de l'État, mais aussi par les collectivités territoriales qui sont très attachées à cette politique publique et qui ont à cœur, en fait, effectivement, que sur le terrain, cet écosystème soit en fait extrêmement efficace et donc extrêmement coordonné pour permettre aux ménages de s'engager dans une démarche qui n'est pas simple, qui peut inquiéter et qui permet quand même, in fine, d'avoir un confort dans son logement meilleur et puis par ailleurs d'avoir un parc de logements à niveau par rapport aux enjeux du XXIe siècle. Merci.
La réussite de cette réforme, donc on en a parlé, c'est mon accompagnateur Rénov notamment, qui sera donc le professionnel qui accompagnera de manière obligatoire tous les ménages qui veulent faire le parcours accompagné. Et Marie-Gracia, vous insistez sur l'importance que ces marques soient vraiment très indépendants, mais également experts en fait aussi sur les parcours de rénovation. Oui, je pense que ça va dans la continuité. On sait qu'un projet de rénovation, c'est pas simple. Peut-être que vous-même, qui êtes des professionnels, vous avez déjà essayé de rénover votre logement. On s'est tous confrontés à la complexité que ça peut avoir. Donc l'intérêt, c'est comment l'écosystème autour du ménage va l'aider et lui faciliter et fluidifier finalement tout ce parcours et l'amener au bon niveau. Donc ça pose la question, bien sûr, de la compétence et de la montée en puissance finalement de cet écosystème. Valérie Mancret-Taylor le disait, les ménages, ils ont envie. Là, les premiers retours qu'on a depuis le début de l'année, c'est plutôt un nombre d'appels et de demandes qui explosent dans tous les sens. Les territoires nous disent on a plutôt trop de demandes que de réponses à apporter. Donc il y a un vrai enjeu aussi, et quand je vois la salle qui est pleine, c'est qu'il y a une envie d'avoir une filière qui se mobilise pour accompagner ces ménages, qui se mobilise en été présent sur l'ensemble du territoire et qui va être prêt à répondre à toutes ces questions et les orienter vers les travaux les plus adaptés à leur situation. On parle bien et du logement, de ses spécificités, et du projet de vie du ménage, de ses moyens, en essayant de les amener le plus loin possible dans ce parcours. Donc il y a vraiment une question derrière de formation, de compétences, des accompagnateurs Rénov qui est finalement pas un nouveau métier, mais qui va développer de nouveaux entrants sur ce métier. Et donc là, il y a un enjeu de pouvoir les accompagner, les former, mais aussi des acteurs historiques, et notamment tous ceux qui vont prescrire les travaux, prescrire des solutions, qui doivent réussir à donner les meilleures finalement propositions possibles et les bonnes clés au ménage pour qu'il s'y retrouve à la fin, et que à la fin de sa rénovation, oui, ça aura peut-être été un petit peu long et plus ou moins simple, on espère le plus simple possible, mais en tout cas qu'ils s'y retrouvent et se disent ce logement il est confortable et aujourd'hui je peux y habiter sereinement dedans. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup d'appels de Français pour le parcours accompagné. Je pense que mon accompagnateur Rénov soient débordés, c'est a priori plutôt une bonne chose. C'est une bonne nouvelle et surtout on a souvent entendu il n'y a pas la demande, la réno performante ça vaut pas le coup, c'est les ménages, ils en veulent pas, vous inquiétez pas, on va faire autrement. Non, en fait, les ménages, quand on leur donne les clés, quand on leur propose les bonnes choses, ils ont envie. Donc maintenant, c'est à nous, filière professionnelle, d'être capables de répondre et de répondre dans la durée sur ce sujet. Mais je pense qu'il y a eu un vrai engouement, une vraie envie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient peur que ça fasse pchit au 1er janvier. Je pense qu'on en est assez loin. Très bien. Marjolaine Meunier-Millefert, est-ce que vous souhaitez réagir et puis peut-être insister aussi sur un point qui ferait que cette réforme marche au maximum ? Ouais, je trouve que sur ces sujets-là, on a toujours un peu le risque d'être au milieu du verre entre le moitié vide et le moitié plein. Quand on regarde tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, on peut se dire un grand bravo à tous. Quand on regarde tout ce qui reste à faire, des fois on peut transpirer en se disant ça va quand même pas être facile cette affaire. Donc il faut qu'on soit en même temps en train de fêter les victoires. On a une feuille de route qui est claire, qui est partagée, qui est vraiment partagée. Il y a une envie pour le faire. Il y a une structuration qui est en train de se mettre en place, qui est solide et qui sera de plus en plus solide. On est d'accord que, en plus au niveau des moyens, je disais, on commence à avoir des moyens qui sont à la hauteur des ambitions et puis qui ne font qu'augmenter. Donc là aussi, on peut se rassurer. On a encore un enjeu de mobiliser l'argent privé et donc de débloquer les systèmes autour du prêt et de l'investissement des ménages là-dedans avec une logique de retour sur les résultats qui soit plus lisible, plus efficace. Donc tout ça, c'est encore évidemment du challenge. Néanmoins, quand même, bravo pour tout ce qui se passe jusqu'à présent. On est quand même au moment où on est en bas de la montagne, mais avec tout l'équipement qu'il faut pour la gravir. Moi, je trouve qu'on en est là. Derrière, du coup, le challenge, c'est de passer de toute cette théorie organisationnelle qui est partagée par de plus en plus de monde. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit partagée par tous. On a vraiment un enjeu d'aller conquérir cette territorialisation des enjeux de rénovation énergétique. Il faut qu'on parte du rétro-planning qu'on a partagé pendant des années les uns avec les autres et qu'on aille maintenant vraiment dans chaque territoire voir comment ça se met en œuvre et voir comment ça s'articule et où est-ce qu'il y a des verrous et comment on les lève à l'échelle locale. Le Tour de France de l'ANA, il est essentiel. En fait, le lien avec les territoires
Et Finergie est essentiel également. Derrière, il faut qu'on arrive à aller jusque... alors, les uns disent le dernier kilomètre, les autres disent que c'est le premier kilomètre. C'est vraiment l'enjeu d'arriver dans le réel du concret local. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. On ne va pas se mentir, on a beau être là les uns et les autres, à être des ambassadeurs de ces sujets, il y a encore des gens qui découvrent les enjeux de rénovation énergétique. Moi, ça fait combien d'années maintenant qu'on vient parler de ces sujets de rénovation énergétique dans nos tours de table, et merci encore pour l'invitation. Vous n'êtes toujours pas lassés, je suis impressionnée. Et du coup, voilà, on en parle entre nous, et néanmoins, il y a des gens qui découvrent et qui se disent comment ça, il va falloir sortir de la rénovation par geste, comment ça, en fait, la rénovation, c'est un enjeu massif. Non, mais business as usual, on va continuer à faire notre boulot comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que nous tous, là, on n'a pas été assez ambassadeurs, qu'on n'a pas assez touché les gens sur le rôle qu'ils avaient et la fierté qu'ils doivent avoir de participer à cette transformation du monde qui est essentielle, qui touche la vie des gens au quotidien. Enfin, je veux dire, s'il y a un endroit où on se lève le matin en sachant pourquoi on se lève, c'est quand même bien les sujets dont on parle. Donc, je veux dire, ça devrait galvaniser toute la nation à se dire, mais on y va, quoi. On y va, il y a de l'enjeu, il y a du challenge, il y a les moyens, on y va. Et il y a encore des gens qui, dans les territoires, sont à des kilomètres de ce qui est en train de se passer là. Je me dis, bon, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table pour arriver à embarquer tout le monde. Sur la manière dont il faut le faire, il faut vraiment continuer à informer, accompagner, soutenir, encore une fois, la filière dans sa transformation. Ça, je le pense. Il y a une autre manière de dire informer, accompagner, soutenir, c'est la formation. Sauf que quand on dit formation, en général, la filière, elle le prend mal, parce qu'elle a l'impression qu'on va lui expliquer comment bosser. Ce n'est pas l'objet. La formation, c'est accompagner, soutenir, informer, pour avoir de plus en plus de gens qui sont solides pour faire face à cette transformation qui est brutale, hein, parce que ce n'est pas les mêmes métiers, presque la manière dont on les exerce. Donc il faut qu'on arrive à consolider les compétences dans tous les territoires, parce qu'on a besoin de chacun des acteurs qui existent aujourd'hui dans le territoire. Quand j'entends que dans la crise dans laquelle on est, on risque de perdre des compétences, ça me rend malade. Parce qu'il y a 150 000 personnes qui risquent de perdre leur job dans les métiers du bâtiment d'un côté, on en a besoin de plus de 200 000 dans les métiers de la rénovation pour réussir le challenge. Je me dis, mais chacun d'entre nous, on a un job d'aller chercher chacune de ces compétences et de ne pas la perdre. Donc il faut qu'on soit à l'accompagnement. Quand je disais il faut prendre soin de la filière, c'est vraiment un enjeu. Proposer, soutenir, accompagner par de la formation, par tout le conseil qu'on peut apporter pour que ça se passe bien. Et ensuite, sur le sujet de la confiance, je pense que c'est essentiel, Valérie l'a dit, on a un enjeu de rétablir la confiance entre l'ensemble des acteurs. Elle disait on ne peut pas le faire les uns sans les autres, c'est clair, on ne peut pas le faire les uns sans les autres, il faut rétablir toutes les mailles de confiance les uns entre les autres. Et pour ça, pour rétablir de la confiance, il faut pouvoir contrôler correctement que ça se passe bien, faire en sorte qu'on arrive les uns et les autres à chasser les éco-délinquants qui donnent un mauvais nom à l'ensemble de ce grand projet dans lequel on est, qui ne sont pas si nombreux, mais punaise, qu'est-ce qu'ils prennent de la place dans les débats publics. Arriver à les cadrer pour qu'ils sortent du cadre, eux, et pour les autres, de soutenir, encadrer, pour vraiment permettre à ce que chacun puisse trouver sa place dans cette grande transformation. Donc pour moi, notamment, on a besoin de refonder très, très massivement le RGE et l'accompagnement et le contrôle, dans la filière, et de travailler à la structuration d'une formation beaucoup plus lourde vis-à-vis de la filière. Et quand je dis formation beaucoup plus lourde, encore une fois, c'est pas pour envoyer les gens à l'école, hein, c'est pas l'objectif, mais c'est venir soutenir en donnant de la compétence, en donnant et en renforçant ce qu'on sait déjà. Et accessoirement, en rendant lisibles les compétences qui sont déjà connues. On aurait besoin d'un énorme wagon de validation des acquis de l'expérience, en fait, dans le secteur, pour arriver à montrer les compétences qu'on les a dans le territoire pour qu'elles soient lisibles. Merci. Peut-être Valérie Mancret-Taylor, est-ce que vous souhaitez un mot de la fin ou rebondir, puisque là l'heure tourne, donc on va passer à la séance des questions-réponses, mais vu que vous êtes directrice de l'ANA et l'ANA pilote MaPrimeRénov'. L'ANA, effectivement, met en œuvre MaPrimeRénov', tout à fait. Voilà, l'ANA est un opérateur de l'État et donc le fait pour le compte de l'État. Mais non, je crois que j'ai un mot, c'est optimisme. On est début février. C'est une nouvelle année. Je crois que toutes les trois, on a bien résumé et essayé de synthétiser quels sont les enjeux de cette année. Mais il y a des
il y a des moyens, voilà, il y a des moyens, il y a des envies, il y a des attentes dans les territoires, il y a ce besoin de confiance, et il faut rester très optimiste. On va y arriver. C'est un enjeu vital, hein, en fait. Ce qui se cache derrière les sujets qu'on vient d'évoquer ce matin, c'est le domaine du vivant, c'est la capacité pour tous les vivants sur cette planète de pouvoir continuer à y vivre sur le long terme. Donc c'est ça le sujet de fond. Donc optimisme, et optimisme collectif et en confiance. Eh bien, merci pour ce message d'optimisme. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenantes, nos experts. Donc, nous avons du temps pour des questions. Donc, n'hésitez. Oui, je vois des mains qui se lèvent. Le micro. Ah, il est là-bas. Oui, monsieur. Allez. Oui, bonjour, merci mesdames, Patrick Théon. J'ai compris en filigrane de vos différentes interventions que les ménages étaient plutôt motivés quand vous aviez contact avec eux, que les moyens sont en route, mais que quelque part le blocage se situait autour des professionnels du bâtiment. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est la prochaine étape pour vous, dans le sens où il va falloir prendre en compte le fait que vis-à-vis des ménages, les professionnels des bâtiments sont leurs interlocuteurs directs au niveau local, au niveau mise en œuvre? Est-ce que vous avez des plans ou des projets concrets là-dessus? Alors, on va peut-être faire une réponse à deux voix. Non, je ne crois pas que c'est ce qu'on ait dit, ou en tout cas ce que j'ai dit. La réforme est d'ampleur. La réforme est importante. Donc, on est au mois de janvier. Je pense que tout le monde absorbe cette réforme progressivement, même si elle est connue depuis le mois d'octobre. Et on a besoin de se parler au niveau local pour se connaître. Je vais formuler différemment. Pour qu'un ménage puisse réussir son parcours de travaux, quel que soit le parcours qu'il a choisi après avoir été conseillé, c'est toute une chaîne d'acteurs qui doivent être reliés entre eux et qui doivent se connaître pour lui permettre de réaliser ce parcours correctement. C'est ça. Et donc je pense qu'on peut franchement s'améliorer pour mieux se connaître dans certains territoires et pour finalement développer une offre complète qui correspondent aux attentes des ménages. Et je le redis, les attentes des ménages sont très diverses. Je voudrais juste te dire là-dessus que non, effectivement, il ne faut pas imaginer que... Ou alors j'ai mal dit les choses, hein, mais c'est clairement pas... Le problème n'est clairement pas la filière des bâtiments elle-même. La problématique, c'est la territorialisation, c'est l'appropriation par l'ensemble des acteurs de la rénovation à l'échelle locale de tous les sujets. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour l'artisan qui travaille quelque part dans son coin, qui découvre la réforme, bah, quelque part l'élu local qui découvre le sujet et qui se dit mais comment ça se met en place l'accompagnateur rénove, lui aussi il est en train de découvrir d'une certaine manière. Il y en a plein qui sont hyper engagés, comme dans le réseau Finergie, mais il y en a qui étaient assez éloignés de ça et qui se disent bah en fait quand on me pose des questions localement, je ne sais pas comment répondre. Donc eux aussi ils vont devoir s'approprier la réforme. Même l'accompagnateur rénove, d'une certaine façon, il y a plein de gens qui sont en train de devenir accompagnateurs rénov et de s'engager sur ce rôle-là. Eux aussi, ils sont en train de découvrir leur rôle d'accompagnement. Donc, en fait, chacun est en train de s'approprier la mise en œuvre pratique de la théorie qui, jusqu'à présent, enfin, théorie bien appliquée déjà, hein, mais pas par tous encore, et bien, demain, il faut que ce soit une pratique partagée dans tous les territoires. Et c'est là où, en fait, on a besoin d'aller les uns et les autres se faire la main sur cette nouvelle manière de faire quelque part. Bon, bonjour, je profite d'avoir le micro. David Marchand-Maillet. Alors j'ai entendu un mot qui me plaît beaucoup, c'est le mot de confiance. Et pour moi, la confiance, elle vient beaucoup avec la cohérence, et notamment la cohérence du discours des différents intervenants lors des rénovations. Et on parlait très justement des questions de compétences techniques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des compétences plus humaines, les soft skills, dont il faudrait s'assurer que les différents intervenants aient cette capacité à interagir entre eux, bien interagir avec les porteurs de projets pour pouvoir avoir cette cohérence et donc garder la confiance du maître d'ouvrage. Merci.
Je pense que si, effectivement, c'est essentiel. Enfin, on l'a dit, on accompagne des projets individuels des ménages, donc on ne peut pas juste leur parler techniquement. Je ne sais pas si vous avez essayé de convaincre déjà un ménage de rénover de façon ambitieuse son logement en lui parlant de son UBAT ou du niveau de résistance thermique de son ITI et de son ITE. Bon courage. Donc oui, le sujet, c'est comment on parle au ménage, c'est certainement ces questions de soft skills, c'est comment vous allez réussir à faire passer le message et faire passer le bon message. Et ça va demander à chaque fois de s'adapter au projet du ménage, à ce qu'il est, pourquoi il y va. On parlait de, on entre parce qu'il y a une panne. Quels sont les arguments pour finalement convaincre d'aller plus loin? Mais peut-être que son sujet, c'est son confort ou c'est un changement dans sa vie parce que ses enfants quittent le domicile et il a envie de refaire un petit peu son logement. Donc c'est comment on s'adapte à ces sujets-là et d'avoir une approche effectivement humaine, adaptée. Je sais que au sein du réseau France Rénov', c'est des sujets sur lesquels il y a de la formation depuis plusieurs années. Et je pense que c'est important qu'y compris des intervenants techniques et des formations et des compétences sur ces sujets. On a beaucoup parlé des auditeurs ces derniers mois. Si vous faites le meilleur rapport d'audit du monde, mais qui fait 80 pages et que vous n'êtes pas capable de faire passer les bons messages au ménage, il ne servira à rien, il sera mis à la poubelle. Ce serait dommage. Oui, monsieur. Bonjour Madame Mancret-Tyler, bonjour Madame Gracia, merci beaucoup pour ces interventions. Alors voilà, j'ai une question plutôt économique et financière. Vous avez comme objectif pour cette année d'avoir 200 000 rénovations d'ampleur, 500 000 en monogeste, et on a beaucoup de ménages qui sont très modestes et modestes. Il suffit de voir sur les chiffres en France. Et donc ces ménages ne sont pas forcément toujours capables de pouvoir financer des travaux d'ampleur. Alors certes, il y a des aides, il y a les coprêts à taux zéro, mais à condition de voir le taux d'endettement du ménage, quels sont ses revenus. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont un peu contradictoires parce qu'on a d'un côté les banques sur qui on met la pression, il faut prêter à taux zéro. On a de l'autre aussi les banques traditionnelles qui vont prêter sur des taux assez élevés. Donc les ménages ne veulent pas forcément s'engager. Donc pour des ménages qui doivent investir, on va dire, entre 50 000 et 70 000 euros, là je parle pour la rénovation d'ampleur, et qui n'ont pas les moyens, comment vous faites par rapport à ces enjeux? Merci beaucoup. Moi, je suis ravie que vous ayez posé la question, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout décrire. Et vous avez raison, c'est une question qui est prégnante. Première chose, les 71 000 rénovations globales qui ont été faites en 2023 ont été majoritairement faites par des ménages modestes et très modestes. Et la réforme comporte en son sein une évolution à la hausse des aides. C'est-à-dire que pour les ménages très modestes notamment, le financement de leurs travaux dans la fourchette que vous avez évoquée et qui est tout à fait juste, peut atteindre jusqu'à 90% du financement. Et vous savez que les aides de l'ANA peuvent être complétées par des aides des collectivités territoriales, donc on peut quasiment approcher un reste à charge zéro. Alors évidemment, ça c'est les conditions optimum, je vais dire c'est le cas d'école, c'est-à-dire c'est le ménage avec très peu de ressources, extrêmement bien conseillé, extrêmement bien accompagné, avec des entreprises totalement disponibles et qui va s'engager dans une rénovation d'ampleur et qui va sortir en BBC. On a évidemment des situations moins cas d'école, mais pour autant, le financement sera porté jusqu'à 70%. Et je le dis là aussi, les collectivités peuvent compléter. Et par ailleurs, on a des réseaux bancaires qui essayent de se mobiliser sur certains territoires pour effectivement, au travers de l'accompagnement, qui a aussi une fonction financière auprès du ménage, pour permettre à ces ménages d'aller demander effectivement les prêts complémentaires qui sont nécessaires pour lui permettre d'être solvabilisé. Voilà. Très bien, on va prendre une dernière question. Oui, ici. Bonjour tout le monde, Francis, je travaille pour un bureau d'études qui s'appelle Agotherm. On accompagne les copropriétés dans leur projet de rénovation globale. Et je vais rebondir un peu sur une première question, c'était sur la difficulté aujourd'hui pour le monde de la rénovation énergétique, et je vais clairement mettre les pieds dans le plat. Oui, aujourd'hui la difficulté elle est au niveau des professionnels, elle n'est pas au niveau de l'information à passer pour le grand public. Je pense que le grand public a bien compris l'urgence d'agir, et ça se voit clairement pour les conseillers France Rénov' qui sont littéralement débordés. Mais là maintenant le goulot d'étranglement, il est clairement pour les professionnels.
Travaillant dans un bureau d'études, on a des demandes monstres de DDG, de réalisation de diagnostics techniques globaux. Derrière, les artisans, à chaque fois qu'on fait des appels d'offres, ils sont sous les demandes, ils sont noyés par les demandes de devis. Et aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, le goulot d'étranglement, il est là. C'est au niveau des professionnels. Bravo, vous avez fait un super travail de communication sur le besoin de rénovation énergétique. On peut tous se féliciter de ça. L'augmentation du coût de l'énergie nous a aidés aussi. Mais maintenant, je pense qu'il faut agir sur la formation au niveau des jeunes et tous les envoyer dans ce chantier qui est presque, on va utiliser le mot d'économie de guerre. Il faut aller à fond là-dessus. C'est là la clé aujourd'hui, elle est au niveau professionnel. La communication, bravo, elle est belle. Maintenant, la prochaine étape, c'est ici. Voilà, c'est pas une question. Oui, c'est un ressenti et on est là pour partager, pour travailler ensemble et pour échanger. Voilà le ressenti d'un jeune ingénieur en bureau d'études. Très bien, eh bien, merci pour votre participation au débat. Alors, vraiment, toute dernière question, et puis après, je vais vous libérer. Cyril Maury de Temps Presse. J'ai assisté à la journée des auditeurs RGE de Calibat et rencontré quelques grands mandataires, délégataires. En fait, ils s'interrogent sur la subvention de mon accompagnateur Rénov', 2 000 € TTC. Vous enlevez la TVA, il reste 1 600. Vous enlevez les charges, il reste 1 000 ou 1 100 ou 1 200. Avec cette somme, il faut réaliser l'audit énergétique d'entrée, assister l'usager à monter son dossier, venir 2 ou 3 fois sur le chantier, finir le dossier, l'aider au financement, en tout cas l'accompagner. Est-ce que vous pensez que cette somme est vraiment suffisante ? Ce n'est pas les retours que j'ai. Est-ce que du coup, vous pourriez, au bout d'un quelque temps, la relever ? Et la grande inquiétude, c'est que, en fait, les grands groupes, Helios, EFI, les autres, qui vont réussir à rester dans ce coût, dans cette rentabilité. Pour les ménages précaires, hein. Après, ils peuvent facturer au-dessus. Mais pour ces ménages, est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un vrai frein au passage à la rénovation d'ampleur ? Alors, votre question, elle est très riche. Première chose, le financement a été doublé. Bon. Et jusqu'à présent, les parcours accompagnés que l'ANA finançait, avec les opérateurs qui travaillent avec l'ANA depuis des décennies, donc étaient financés de façon moindre. Et visiblement, ils s'en sortaient. Pour autant, ils sont... je parle sous le contrôle d'un certain nombre d'entre eux qui sont présents en salle, mais en tout cas, ce financement, le fait qu'il soit doublé, leur convient assez bien. Deuxième élément, c'est le financement État, au travers de l'Agence nationale de l'habitat. Les collectivités territoriales peuvent évidemment compléter ce financement pour, et c'est d'ailleurs ce qu'elles font majoritairement, hein, entre les espaces conseils France Rénov' et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on a plus de 1500 programmes France entière qui se déploient avec des financements croisés qui permettent effectivement de couvrir des coûts supplémentaires. Voilà. Donc je crois qu'on est vraiment dans une économie qui a été revue aussi bien, je vais le dire, par rapport à la question du monsieur qui est quasiment derrière vous, sur la prestation travaux que sur la prestation intellectuelle, les deux étant, je dirais, indispensables pour permettre aux ménages, effectivement, de s'engager dans une démarche de travaux avec le plus de confiance et le plus de sérénité possible. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à nos deux intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois. Et voilà. Donc c'est la pause pour l'instant. Ça reprend à 11h. 11h30, pardon. 11h30. Merci à tous.